Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 22 mars, ambiance polar aujourd'hui, vous avez pu le voir autour de moi. On a l'arme du crime, on a les sucettes pour les plus anciens, vous reconnaîtrez, la petite loupe et puis un chapeau. On n'a pas mis l'imperméable de Colombo, mais je pense que vous avez compris qu'on était dans l'ambiance du salon polar de ce week-end qui a lieu à Lens. Alors nous vous parlerons bien sûr de ce salon, nous parlerons également du retour de Madame Belloubet, la ministre de la Justice, à la prison de Vendin-le-Vieil, la signature d'une charte de la diversité à Los-Angeles, la semaine culturelle à Salomine, les journées prévention santé à l'hôpital de Bois-Bernard, inauguration d'un banc sonore à Grenay, une exposition maquette à Fouquier-les-Lances, le relais assistante maternelle de Arnes, la compagnie Interloc à Méricourt, une ligue d'improvisation entre collèges également à Arnes, et nous vous emmènerons rencontrer Miss Prestige chez nos confrères d'RBM. Notre invité du jour aime les potins, mais les potins locaux. Monsieur Olivier Julien nous présentera son magazine qui débarque sur l'agglo Lancier-Vin et bien sûr du sport et de la culture avec Fred et Nathalie. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors tu l'as vu, on est dans l'ambiance crime, t'as pas trop peur? Non, j'ai pas trop peur, je me suis mise aussi en noir et blanc. Bon, bah c'est très bien. Alors elle était mère adjointe à la famille et à la petite enfance à la ville de Lens. Nous la rencontrions souvent sur certains de nos sujets dans la commune. Madame Annie Flamand est décédée à l'âge de 67 ans jeudi dernier. Laissant sa maladie de côté, cette ancienne professeure consacra toute sa carrière politique depuis 2008 au dossier important des centres socioculturels et des microcrèches. Une femme de cœur à qui la commune a rendu un bel hommage en dressant une chapelle ardente dans la salle Richard de la mairie. Les obsèques avaient lieu mardi dernier en l'église Saint-Léger de Lens. Nous vous proposons en son honneur quelques extraits de ces passages sur notre chaîne. Tout l'été, depuis le début juillet, depuis le 8 juillet. Donc c'est une action qui est portée par les centres sociaux lensois et qui s'inscrit dans le cadre des animations estivales. Régulièrement dans les centres sociaux lensois, on a des petits génies qui viennent et qui sont ravis d'y participer. Et d'ailleurs cet après-midi, pendant le temps fort, ils pourront montrer leur travail ici à tout le monde. Voilà ce qui a été réalisé par eux tout au long de l'année. On l'a mis en place en début d'année, après une petite année de fonctionnement du centre social multisite. Maintenant, nous avons 2 centres sociaux et on a décidé de mettre en place cet atelier. Alors, les ch'tis cafés de l'info, c'est toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à venir. Vous serez toujours accueillis au centre social. Vous poussez la porte et vous serez bien accueillis. Vous venez, c'est convivial. Ce lundi 19 mars avait lieu à Méricourt la commémoration du cessez-le-feu en Algérie. À l'occasion de ce 56e anniversaire, la ville de Méricourt s'est réunie pour rendre hommage aux 6 jeunes Méricourtois tués de l'autre côté de la Méditerranée dans une guerre qui ne disait alors pas son nom. Parmi eux, 3 sont morts alors qu'ils avaient tout juste 21 ans. Leurs camarades de la FNACA, présents à chaque commémoration, ont insisté sur la nécessité d'entretenir la mémoire du conflit pour que nous restions vigilants et que pareille guerre injuste n'ait plus jamais lieu. On écoute Jacques Lecointre, président départemental de la FNACA, lors de son discours à Méricourt. En France, toute une génération sacrifiée, la dernière génération du feu. La plupart ont 20 ans. Des lendemains plein de promesses. Jeunesse foudroyée. Désarroi, tristesse infinie pour leurs parents frappés par le malheur. Délaissés souvent incompris, voire méprisés, les survivants de ces heures sombres sonores éperdurent la mémoire de leurs frères d'armes. Fidèles aux institutions républicaines, en toutes circonstances, ils sont morts pour la France.
Leur mémoire porte des valeurs. Elle impose le respect d'une histoire écrite avec leur sang, un héritage à transmettre. Qui a tué le majordome, qui est le complice de l'assassin du Louvre, qui a tué le colonel Moutarde, de la lecture pour adultes, pour enfants, pour adolescents. Le salon du polar de Lens va une nouvelle fois offrir aux visiteurs ce week-end de belles découvertes. Oui Valérie, notre JRI Camille Tombré est allée mener l'enquête en amont du salon pour nous mettre l'eau à la bouche. On la retrouve à la gare de Lens pour un Cluedo. Nous sommes là dans le cadre de Polar Lens, toute une série d'animations qui ont lieu en particulier le week-end du 24 et 25 mars à la salle Bertachan. Mais en amont, on s'est aperçu qu'il y avait un objet qui avait été dérobé au musée du Louvre-Lens. Et avec nos collègues de la gare, de la SNCF, mais aussi avec tous les usagers qui passent dans la gare de Lens aujourd'hui, et on recherche quel est l'objet qui a été dérobé, comment le délit s'est produit et à quoi ressemblait l'individu. Et pour ça, on met à contribution tous les gens qui passent dans la gare et qui veulent bien se prêter au jeu avec des indices sur le principe du Cluedo. Allez, on va continuer dans l'hiver. Au départ, définition, invention des frères Lumière. Alors, les personnes ont exactement comme un Cluedo, vous avez une liste d'objets qui auraient pu être dérobés et une liste par exemple de chaussures, puisqu'on ne sait pas comment était l'individu, donc tout un descriptif. Et puis après, les gens répondent à des énigmes. Alors des énigmes aussi bien de niveau facile pour les enfants et jusqu'à des un petit peu plus difficiles. Et c'est un peu voilà, une histoire de puissance. Plus c'est difficile, plus ils vont gagner d'indices. Et quand ils ont eu tous leurs indices, à eux de nous proposer quel est l'objet qui a été volé et comment était l'individu et comment il a fait son délit. Par quel moyen de transport. Les gens ne sont pas obligés de tout faire parce que si vous avez un train dans 10 minutes, vous pouvez vous amuser à répondre une ou deux énigmes. Alors des gens se sont prêtés au jeu en disant je vais tester et une énigme facile ou plus difficile parce que je sens bien. Et puis après il y a des gens qui sont là depuis plus d'une heure à essayer de faire le jeu jusqu'au bout pour trouver tous les indices. Ah bah c'est sympa effectivement, tout le monde sourit là, c'est bien. This game and then so in the school sometimes I'm playing with my friend and I make a lot of information. Now I'm information of French history and before I don't know but now I'm taking some information about history and about biology too. Biology my job all over it and then here I make two program for children. Good program. I love this program. La médiathèque Robert Cousin s'est également prêtée au jeu du polar. Les écoliers de Lens ont dû mener l'enquête afin de retrouver un célèbre personnage de la ville de Lens et c'est organisé par les étudiants de l'IUT de Lens. Dans le cadre de nos années d'IUT, donc nous devons réaliser un projet. Donc pour nous, c'est le projet Polar Lens, donc qui inclut ici notre présence à la médiathèque pour aider les enfants, leur faire découvrir la lecture, pour qu'ils fassent des enquêtes, les aider à résoudre des enquêtes, et ça nous permet de nous familiariser avec les enfants, les tutorer un petit peu, les accompagner. Il y a différentes activités pédagogiques qui sont proposées aux enfants. Ici, par exemple, c'est un jeu d'énigmes. Les enfants doivent reconstituer donc soit des mots, replacer des capitales sur des pays en fonction des pays. Différentes activités. Tout ça pour leur apprendre à découvrir la médiathèque. Il y a des activités de lecture. Le but, c'est de redonner goût aux enfants de venir à la médiathèque pour
qu'ils apprennent à chercher un livre tout seul, qu'ils retrouvent cette envie de venir lire. Parce qu'ici, il y a des outils qui sont à leur disposition gratuitement. Il y a 8 ateliers, donc on a 2 classes par demi-journée. Et en fait, elles sont réparties par petits groupes de 5-6 élèves, ça dépend les effectifs des classes. Et elles ont l'objectif sur chaque atelier de récupérer des lettres pour reformer à la fin de la matinée ou de la journée le nom d'un célèbre personnage de la ville de Lens, donc qui est Robert Cousin. Donc, et à la suite de ceci, les enquêteurs, donc les enfants, reçoivent un diplôme d'enquêteur. Ça permet de les attirer, de les récompenser. Et le U. Oui. Et du coup, vous savez déjà qui c'est? Robert Cousin. Vous êtes sûr? Si. Lundi dernier, Jean-François Caron, maire de Los-en-Gohelle, Michael Caron, vice-président de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais et plusieurs directeurs d'écoles de la commune ont signé la charte « La diversité est une force pour la République ». Cette signature est un symbole, un engagement à défendre et valoriser des valeurs qui sont parfois malmenées, comme nous l'explique Michael Caron, vice-président de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. L'important, c'est plutôt de changer la mentalité dans la tête des gens. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, à Los-en-Gohelle, il s'est passé la signature de la charte de la diversité. En fait, elle s'appelle plus exactement La diversité est une force pour la République. Il s'agit de faire signer à des associations, à des collectivités, des entreprises et aussi à des écoles cette charte qui a pour but de promouvoir la diversité, qu'elle soit culturelle, sociale, religieuse ou d'origine, et aussi d'appeler à la lutter contre les discriminations. Donc cette signature de charte s'est faite avec la municipalité de Los-en-Gohelle, par son maire Jean-François Caron, mais aussi par l'ensemble des directeurs et directrices des écoles maternelles et élémentaires de la commune et des délégués. Et donc on est ravis à la Ligue de l'enseignement que cette charte qui est nationale puisse se développer encore dans toutes les communes de France. Transformer la violence en tolérance. Cette charte, elle est née il y a 5-6 ans. Elle est née au sein d'une fédération de la Ligue de l'enseignement, parce que la Ligue de l'enseignement est un mouvement national complémentaire de l'école. Il existe des fédérations dans tous les départements et dans toutes les régions. Et c'est une poignée de militants au sein de l'ancienne région Poitou-Charentes qui ont pris l'initiative de rédiger cette charte et de la faire essaimer partout dans les fédérations. Et nous, dans le Pas-de-Calais, on a été l'une des premières fédérations de la Ligue de l'enseignement de Pas-de-Calais à développer cette charte et à la faire signer à nombre d'organismes. On s'est appuyé surtout sur notre réseau d'associations affiliées à la Ligue de l'enseignement. Et beaucoup de personnalités ont signé cette charte, des élus, et notamment Christiane Taubira lorsqu'elle était ministre de la Justice. C'est forcément utopique, mais on est dans une telle situation qu'il faut quand même se battre tous les jours avec l'optique de dire que petit à petit, on va essayer de faire bouger les choses et aussi faire changer les mentalités, bien que ça soit un travail de longue haleine. Donc toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour faire reculer des idées nauséabondes et surtout de le faire positivement, ça veut dire de parler de valeurs et d'argumenter et de débattre dans la sérénité. L'hôpital privé de Bois-Bernard organise un Open Week à partir de lundi prochain au sein de son établissement. Plusieurs ateliers seront mis en place pour sensibiliser le grand public, mais aussi le personnel de santé, addictologie, soins ou bien-être. Bois-Bernard, comme beaucoup le surnomment, accueille chaque année près de 30 000 patients. On écoute Fabienne Peunier, directrice générale de l'établissement, qui nous en dit un peu plus sur ce rendez-vous.
Bois Bernard est un établissement qui est implanté depuis très longtemps dans la zone de l'Artois. Il est connu et bénéficie d'une très forte notoriété puisqu'on offre une prise en charge qui est très large, très complète, aussi bien au niveau médecine que chirurgie. Nous avons effectivement la chance d'accueillir et de prendre en charge des patients d'horizons très très larges et effectivement très fiers de cette prise en charge. Nous avons souhaité effectivement faire une Open Week, première édition l'année dernière, c'est-à-dire de concentrer sur une seule semaine une porte ouverte qui soit destinée aussi bien au grand public, patients, proches et autres personnes, et également aux correspondants médicaux avec des soirées qui leur sont destinées. L'idée c'était vraiment de montrer notre prise en charge au niveau du patient et de faciliter le lien aussi bien avec le patient qu'avec la médecine de ville. Alors, les soirées de l'Open Week s'adresseront plutôt aux médecins et au personnel paramédical avec différents thèmes abordés chaque soir dans le cadre du développement professionnel continu. Donc cette année, nous avons vraiment axé sur la prévention et l'éducation. Donc le lundi, nous avons des ateliers sur le sommeil, le trouble du sommeil. Le deuxième atelier sera sur la prévention routière, puisque le sommeil, somnolence, risque d'accident accru. Le mardi, on a plus orienté sur l'art, une autre manière de soigner. Le mercredi, notre idée était de recueillir les impressions à la fois des patients, des visiteurs et des familles et de recueillir leurs attentes. C'est-à-dire que qu'attend le patient de notre part, comment prendre en compte ses besoins, ses desiderata. Et donc là, on aura une troupe de théâtre qui va déambuler dans l'établissement. Donc il ne faudra pas être étonné de se sentir interpellé par quelques comédiens ou quelques acteurs pour venir rechercher les attentes de chacun en consultation, en hébergement, en accueil, en admission, en préadmission. La semaine dernière, la ville de Ahun participait à la semaine de la petite enfance, soutenue par la Caisse nationale d'allocation familiale. Le but de cette semaine était de permettre et favoriser les rencontres parents-enfants professionnels sur tous les lieux d'accueil de France. Sur le thème 2018, tout bouge. Les accueils de loisirs, garderies, périscolaires, maternelles et relais d'assistantes maternelles, notamment au centre Gouillard, ont proposé différents ateliers. Éveil musical, parcours de débrouillardise, ateliers détente et bien-être et ateliers créatifs intergénérationnels en collaboration avec de nombreux partenaires, dont l'école de musique municipale qui a enchanté les petits comme les grands. On écoute un petit extrait. Jeudi et vendredi, c'est l'association Délivrez-nous qui intervenait pour des animations lecture autour de la séparation au relais et sur le thème de la peur dans les garderies périscolaires, Bella Mandel et la nouvelle restauration. Des histoires des personnages, des livres à toucher et surtout un environnement coloré pour assurer les bambins et présenter aux parents cette belle semaine de la petite enfance où ils ont pu découvrir le fabuleux travail que fournissent chaque jour les agents des structures visitées. Et la semaine s'est achevée par un après-midi festif à la salle des fêtes où parents et enfants ont pu découvrir un parcours sonore réalisé par le relais d'assistantes maternelles et l'école de musique. Les familles ont pu observer, écouter, toucher différents objets fabriqués avec des éléments de récupération faisant partie de l'environnement des jeunes enfants et des adultes. Capsules de peau de bébé, boîtes de lait, pot de yaourt, laine, boîte à œufs, coton, plumes et bien d'autres. Une semaine en douceur et en toute sérénité avec les 0-6 ans de la commune. Depuis mardi, c'est le printemps, sauf pour une commune qui avait pris un peu d'avance. On parle bien sûr de Grenay qui célébrait du 3 au 19 mars le 20e printemps des poètes. Comme hommage à cette manifestation, la ville a inauguré vendredi dernier une nouvelle œuvre d'art intitulée « Délivrer des poèmes ». Installée sur la terrasse de la médiathèque estaminée, cette œuvre est en fait un banc qui récite des poèmes à toute personne s'asseyant dessus. Une idée plutôt originale qui a attiré la curiosité de beaucoup de monde sous un beau soleil printanier. Sagesse de Paul Verlaine par Rémi Batin. Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre, par-dessus le toit, berce sa palme.
C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour l'inauguration de ce banc sonore. Le banc sonore, ça va devenir une marque de fabrique de Grenée. Et je remercie Jean-Louis Asseton de l'idée qu'il nous a proposée. Alors donc cette œuvre, en fait, a la forme d'un livre retourné, qui est encore fermé, qui garde encore à l'intérieur son mystère. Et puis, quand on s'assoit dessus, il délivre des poèmes. C'est pour ça que ça s'appelle Délivrer des poèmes. Le Brasier de Guillaume Apollinaire par Thierry Toll. Son but, c'est un peu de permettre aux gens de lire, de prendre le goût et le plaisir de la lecture du poème. Parce que souvent les poèmes, c'est bien de les lire à voix haute. C'est là qu'ils s'expriment, c'est là qu'ils prennent un corps, une chair, c'est là qu'ils existent. Et donc la proposition, c'est aux lectrices et aux lecteurs de la médiathèque Estaminet qui est derrière nous, de Grenée, de venir choisir un poème, de le lire et de l'enregistrer avec l'équipe de la médiathèque, avec Logan, avec Raymond, qui ensuite est intégré dans le banc. Avec Jean-Louis, c'est une longue histoire, comme j'ai pu le dire, il y a déjà eu un banc qui a été fait en 2009 pour annoncer la médiathèque Estaminet, et là son idée de renouveler le banc sonore en le destinant uniquement à la poésie, en permettant aux gens de partager les poèmes qu'ils aiment avec tout le monde, c'est vraiment une idée magnifique, et donc d'avoir le Printemps des poètes ici à Grenée pour inaugurer ce banc sonore et avoir la présence de Bertrand Coq et avoir des poèmes, avoir des enfants qui ont enregistré déjà un tas de choses et qui sont prêts à partager leurs poèmes avec tous ceux qui viendront s'asseoir sur le banc, c'est une très très belle idée, et en plus le soleil aujourd'hui est de la partie, donc ça ne gâche rien. Je crois que je ne mesure pas du tout la réalité climatique du Nord et ça m'enchante que tout d'un coup la poésie soit au rendez-vous de ce qui réchauffe, de ce qui fait du bien, de ce qui nous rassemble. C'est plutôt joli. Le Printemps des poètes est aidé par le ministère de la Culture et de l'Éducation également. Le ministère de la Culture via le CNL, le Centre national du livre. Et la chargée au livre, la première chose qu'elle m'a dite lorsque je l'ai rencontrée au ministère, c'est « Connaissez-vous ce banc sonore de Grenée ?» J'ai trouvé que c'était un sésame fabuleux. Et non seulement je le connais, parce que Louise Champiré est l'administratrice du Printemps des poètes, mais maintenant je l'inaugure et c'est la première fois que je vais voir mon nom sur une plaque. C'est plutôt insolite et c'est assez enchanteur sous ce soleil du Nord. Vas-y, encore. Bravo. Sophie Nolot, c'est la nouvelle directrice qui vient de prendre ses fonctions l'an dernier. C'est son premier Printemps des poètes en tant que directrice, et donc elle est ouverte à toutes les propositions pour aller partout en France porter la parole de la poésie et montrer que c'est en effet un art majeur et que ça permet aux gens de s'échanger leurs idées, leurs sentiments, leur vision du monde, et que c'est un élément essentiel de la vie. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Cette semaine, le lycée professionnel La Peuplerée de Salomine organisait une semaine culturelle. Les lycéens sont immergés dans de nombreux ateliers, musique, écriture, danse ou encore théâtre. Notre égérie Camille Tombré est allée leur rendre visite. La semaine culturelle, c'est un grand projet qui maintenant a lieu depuis 5 ans. Nous recevons des artistes et certaines classes, comme cette année 8 classes, participent à la semaine. Et pendant toute la semaine, ils ont des ateliers, 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi. À la fin de cette semaine, cette année, on a la chance d'avoir la salle de spectacle de la Maison et de l'Art et de la Communication, sur lequel, donc, du coup, nous allons faire une restitution vendredi après-midi. Donc les ateliers que nous recevons cette année sont un atelier estime, vidéo et slam, donc c'est sur l'estime de soi surtout, et avec un projet Facebook, un atelier stop motion, un atelier percu, un atelier photo, et avec Rémi Guérin qui actuellement expose à la MAC, et une compagnie Art Track qui nous fait du théâtre d'improvisation, du hip-hop et du rap slam. Donc cette semaine culturelle, ça fait la 5e année que nous la faisons. Ça plaît aux élèves parce que ça met une
une émulation dans le groupe. Ça crée des liens. Et il découvre aussi les professeurs sous une autre facette. Et après, c'est vrai qu'on a vraiment un très très bon groupe après à chaque fois. En plus, là, il découvre plein de choses. Le thème de cette année, c'est les relations hommes-femmes, la femme en général, etc. La restitution aura lieu donc le vendredi 23 mars à partir de 14h, environ à peu près 2 heures, à la Maison de l'Art et de la Communication à Salomine. Après 2 mois, jour pour jour, la ministre de la Justice, Madame Nicole Belloubet, est retournée à la prison de Vendin-le-Vieil jeudi dernier pour rencontrer la direction et les syndicats. La garde des Sceaux avait promis des améliorations. Un reportage signé Camille Tombré. Après 2 mois, jour pour jour, la ministre Nicole Belloubet a rendu visite à la prison de Vendin-le-Vieil hier. La garde des Sceaux avait promis de revenir suite aux engagements de janvier lors du mouvement national des surveillants pénitentiaires qui avait poussé le directeur de la prison à démissionner. La ministre est arrivée aux alentours de 15h30 afin de rencontrer une nouvelle fois la direction et les syndicats. Après 3 heures de discussion, les syndicats ne sont toujours pas satisfaits. On a fait un bilan un petit peu de tout ce qui s'était passé en 2 mois, c'est-à-dire quelques petites améliorations, mais pour nous c'est pas grand-chose. La non-nomination d'un directeur fait qu'on n'a pas un projet d'établissement qui avance, pas assez vite à notre goût. On a eu 2 ou 3 notes par-ci par-là, mais c'est de la roupie de Sansonnet, donc c'est pas grand-chose. Au niveau des sanctions, on a demandé d'entrée de jeu avec toutes les OS présentes, une abolition totale des sanctions. Donc on s'est heurté à un refus catégorique de la part de la garde des Sceaux et du DAP et de ses adjoints. Donc pour ça, on n'a pas trop de gros espoirs. Des sanctions vers les surveillants qui avaient manifesté ? Non, toutes les sanctions. Que ce soit les sanctions pécuniaires, les sanctions déguisées par les transgressions de transformation de CMO en absence irrégulière. On voulait une abolition globale, ça a été refusé. Donc à ce niveau-là, on pourra dire aux collègues que ça ne se fasse pas trop de douces illusions. Après, il faut savoir que nous, pour Vendin, on caresse ce doux espoir d'avoir des effectifs. On n'a pas eu de nom. On a refusé totalement le projet du directeur interrégional qui va faire une pagaille monstrueuse dans l'encadrement. Donc on a proposé notre projet, qui ne s'éloigne pas beaucoup du projet actuel, avec des présences totales. Il nous manque 2 membres d'encadrement qu'on a demandé rapidement. Donc on attend des réponses. Comme d'habitude, on attend les réponses. Tous les agents qui étaient en maladie, ceux qui avaient grippé, ils ont tous pris des retraits sur salaire. Donc après, c'est sûr que c'est plus difficile à mobiliser, on va avoir du mal à mobiliser derrière. Mais c'est tout à fait illégal. Alors ils fonctionnent par décret parce qu'il y a un décret qui leur donne le droit de sanctionner tout le monde. Et c'est ce que fait l'administration. Et après, on nous parle de dialogue social, on nous parle de risques psychosociaux, mais on s'aperçoit que c'est pas un ministre de la justice, c'est un ministre de l'injustice qu'on a actuellement. Et voilà. Nous, on était beaucoup là pour les sanctions, on s'aperçoit qu'on est totalement débouté par la ministre, qui reste sur cette position et qui campe sur ses positions. Un peu comme le gouvernement à l'heure actuelle sur toutes les propositions qu'on leur fait. Les organisations syndicales vont donc se concerter et consulter prochainement leurs délégués nationaux pour faire réagir l'administration pénitentiaire de Paris. Le week-end dernier, les passionnés de maquettes ont pu admirer les œuvres des différents clubs du bassin minier à la salle des fêtes de Fouquier-les-Lances. On écoute le vice-président du club de maquettes fouquiérois. Une nouvelle fois, les amateurs de maquettes et figurines ont pu admirer de nombreuses réalisations. Direction Fouquier-les-Lances à la découverte d'un travail de précision et de patience. Nous sommes à notre 8e salon et pour ce faire, nous avons eu l'opportunité d'avoir 26 clubs représentatifs de ce qui est notre passion, la maquette et la figurine. Donc pour 2 jours, samedi et dimanche, nous représentons ici avec nos collègues tout ce qui se fait dans le domaine de la miniature, tant au niveau de la figurine, au niveau ferroviaire, au niveau de la maquette statique aussi. Nous existons depuis maintenant plus de 15 ans
Nous essayons de recruter au maximum des jeunes. On a de la peine à y arriver. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ces jeux vidéo. On ne veut pas jouer les vieux, hein, mais c'est une occupation saine. On voudrait faire passer cette passion-là. Et de ce fait, on a du mal, franchement, à recruter. Alors, notre club est ouvert les samedis et dimanches, ce qui est exceptionnel, hein, parce que d'autres clubs le font une fois par mois, d'autres une fois tous les 15 jours. Nous, c'est toutes les semaines. C'est ouvert le dimanche matin de 9 à midi et le samedi de 15 à 18h. De véritables œuvres d'art exposées, mais aussi des démonstrations du travail minutieux que réalisent ces passionnés. Toute matière est possible, hein, selon les personnes. D'autres utiliseront du bois pour faire leur maquette, d'autres utiliseront des kits qui sont prêts à monter, à coller. Et de toute façon, il y a toujours une finition, patine, peinture qu'il faudra ajouter pour égayer et enjoliver ces maquettes. Mais tout est représenté, hein. Si on fait un tour de caméra tout à l'heure, on verra du cirque, hein. On verra d'autres qui font des dioramas civils, d'autres militaires. Alors, il ne faut pas voir le militaire pour le militaire. Quelquefois, c'est un devoir de mémoire aussi. On sait très bien que si on oublie, quelque part, la bête revient, hein. Donc, voilà. Hein, c'est dans ce sens-là plutôt qu'il faut voir les choses, hein. C'est jamais gore entre nous, hein. C'est jamais brutal. C'est toujours pour dénoncer un peu ce qui s'est passé. Un devoir de mémoire, des dizaines d'heures de travail. Une chose est sûre, les clubs maquettistes n'ont pas fini de nous impressionner. Mercredi après-midi, Franck Tillier, auteur de romans policiers à succès, était à la médiathèque de Billy-Montigny pour une séance de dédicace. Les fans sont venus découvrir son nouveau roman éponyme intitulé Charcot et discuter de toutes ces enquêtes qu'il lise depuis plusieurs années. Le romancier, originaire de la région, sera bien évidemment au Salon du Polar à Lens ce week-end. On l'écoute au micro de Télégoël. Moi, je suis auteur de romans policiers, et puis c'est vrai que j'aime beaucoup aller à la rencontre des lecteurs, donc puisque l'écriture c'est quand même un travail très solitaire, on est souvent enfermé dans son bureau. C'est un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients à notre disposition. Après, on aura chacun nos propres recettes, il y en aura des bonnes et des moins bonnes, effectivement. Alors les bonnes recettes, je dirais qu'il faut avant tout des bons personnages dans tous les livres, qu'ils soient policiers, romances, humoristiques. Les personnages sont très très importants parce que ce sont eux qu'on va suivre quand on est lecteur, ce sont eux qui vont nous emmener dans un univers. Et donc c'est extrêmement important qu'on s'attache aux personnages, qu'on ait envie de les suivre et de partager leurs aventures. Donc il faut passer pas mal de temps à construire un bon personnage. Et après, une fois qu'on a les personnages, effectivement, il faut qu'ils aient des choses à raconter. Et on raconte des choses par l'intermédiaire de l'histoire qu'ils vont vivre dans le livre. Donc c'est aussi important d'avoir une histoire, voilà, qui soit intéressante, qui soit un peu différente de ce qu'on a l'habitude de vivre tous les jours, hein, pour le côté romanesque. Et voilà, donc c'est les deux gros éléments. Alors après, je dis pas que c'est aussi simple, hein, il y a toute la complexité justement de construire le livre, mais je dirais que ce sont les éléments les plus importants. Charcot, c'est vrai que c'est un personnage qui existe depuis que j'ai écrit mon premier roman. J'ai commencé à écrire avec lui. C'est un flic au 36 qui travaille au 36. Alors, quai des Orfèvres avant, maintenant ils ont déménagé, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça ne se passe plus là, donc il va falloir s'adapter aussi. Et voilà, c'est un personnage qui a aujourd'hui une 50aine d'années et qui traverse des enquêtes très complexes à chaque fois, qui le heurte profondément dans son humanité. Et voilà, on le suit lui, on suit aussi Lucienne Bell. Alors lui, il est plutôt sur Paris, elle est du Nord, Lucienne Bell. Elle est apparue dans un ancien roman qui s'appelait La Chambre des Morts, qui se passait dans notre région. Et voilà, ils forment un couple, on va dire, à la ville comme dans l'univers policier, puisqu'ils travaillent ensemble. Et à deux, ils essayent de résoudre des enquêtes qui sont noires et très complexes. Le Salon du Polar de Lens, hein, qui est un événement vraiment très fort, un moment fort dans le monde du roman policier. Et puis moi, je prends un vrai plaisir à
à y aller tous les ans. C'est un peu le rendez-vous que je ne manque jamais. C'est aussi ma région, donc c'est important que j'y aille. Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent, donc c'est un bon moment de rencontre. Et puis, ils ont vraiment chaque année des plateaux d'auteurs dans le roman policier qui sont très intéressants. Il n'y a pas que des auteurs locaux, régionaux, mais il y a aussi de grands auteurs nationaux et parfois même internationaux. Et donc c'est un vrai salon du polar et les gens adorent ça, venir discuter un peu avec tous ces gens qui hantent leur nuit. J'arrive à partir du samedi après-midi, vers 14h, et puis donc samedi après-midi et puis tout le dimanche. Voilà, donc les spectateurs, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, on est là pour ça. Parce que je sais que les gens ont peur de discuter, parfois il y a une espèce de barrière, voilà, mais on est vraiment là pour partager notre passion de la lecture, et puis vous pouvez repartir avec plein d'histoires passionnantes. Dimanche dernier, les auditeurs d'Yves Carré ont eu la chance d'entendre Miss Prestige nationale Charlotte Depep qui a rendu visite à RBM. Titre mis en place par Madame de Fontenay, la Miss nous raconte son quotidien depuis son élection au micro de notre Miss Camille Tombré. Je m'appelle Charlotte Depep, j'ai 23 ans et j'ai été élue Miss Prestige Nationale 2018 le 13 janvier dernier à la Comédie de Saint-Étienne. Auparavant, j'étais Miss Prestige Flandre, j'ai été élue le 9 décembre 2017 et donc j'ai participé à l'élection de Miss Prestige Nationale. Je suis partie pendant 10 jours avec toutes les autres filles de toutes les régions de France, Mayotte et l'île de la Réunion compris, et c'était vraiment un super séjour. J'étais vraiment ravie et je suis un peu déçue quand même de ne pas pouvoir me représenter cette année. Mais j'ai passé un très bon moment et je suis ravie de pouvoir partager tous ces moments avec tout le monde. Le plus difficile, alors je dirais, c'est enchaîner les événements. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut toujours, quand on termine un événement à 3h du matin la veille et qu'on sait qu'on doit se lever à 7h pour prendre le train de 9h et en étant toute pimpante, c'est pas toujours évident de tenir le coup. Et puis il faut tout le temps être débordant d'énergie. Donc, mais j'aime bien ce que je fais et pour rien au monde, je rendrai mon titre parce que je suis vraiment très heureuse. Je me suis battue pour avoir cette écharpe et donc je prends plaisir. Moi, j'ai la petite particularité d'être malentendante depuis ma naissance et donc c'est important pour moi de parler de mon handicap, de parler de mon expérience, de parler de mon vécu et donc cette année, je voudrais en profiter pour justement intervenir auprès des associations qui luttent contre les différences, les discriminations et puis le harcèlement scolaire aussi parce que j'en ai souffert quand j'étais petite et je pense que c'est un sujet d'actualité qui est important d'évoquer et si je peux faire quelque chose pour ça, j'en serais ravie. Alors Miss Prestige Nationale, c'est une association, il y a énormément de valeurs. C'est aussi un comité qui est très familial, très convivial et c'est ça que je recherche surtout, c'est des personnes qui partagent une même passion et qui sont là pour partager des moments de plaisir, des moments de bonheur et c'est ce que je retiens vraiment de ce comité et vraiment je suis ravie. Alors j'ai beaucoup d'événements prochainement dans la région, notamment en juin à Lens, au stade Bollard, la semaine prochaine à Mérigny, et puis voilà des petites élections comme ça, des petites élections régionales, départementales qui vont reprendre aussi pour élire donc les Miss régionales, les Miss départementales pour la prochaine élection de Miss Prestige Nationale 2019. Une jolie jeune fille avec un grand courage qui a su surmonter son handicap parce que cette demoiselle est malentendante. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons sous-titré ce reportage. Si nous pouvions le faire sur d'autres reportages, mais manque de temps, on ne peut pas le faire, on le ferait volontiers. Vendredi dernier, la compagnie de l'Interloc présentait son spectacle Divers poèmes à l'espace culturel La Gare. Dans une mise en scène rythmée, deux personnages, une grande fille échevelée et un petit gars malicieux, s'inventent un monde entre légèreté et nostalgie, entre chansons et comptines, où les poèmes s'unissent et s'enchaînent au gré des musiques et des émotions. L'artiste metteur en scène Martine Delannoy nous explique sa passion pour la poésie et la musique. Divers
poème ou La vie de papier, c'est un spectacle qui est vraiment un grand hommage à la poésie. Voilà, moi j'ai un parcours un peu atypique puisque je viens de la chanson française, donc j'ai vraiment un goût pour les mots. Et on a eu l'idée de faire ce spectacle, voilà, qui est un peu en tout cas, le montage de cette poésie, de ce spectacle, c'est vraiment que des poésies mis bout à bout. Il n'y a pas de dialogue en plus, voilà. Et c'était un peu pour dire que la poésie, c'est pas uniquement dans des cahiers ou dans des livres ou ce qu'on apprend à l'école. La poésie, c'est vivant, c'est un langage du vivant. Voilà, donc on a fait vivre ces personnages et ces poésies et ces mots. Dans le cadre des rencontres intercollèges, le Centre culturel Prévert accueillait la semaine dernière la Ligue d'improvisation et 3 collèges de Lens, Arnes et Douai pour un concours d'impro. On écoute Julien Desrousseaux, coordinateur des projets scolaires, au micro d'Éric Muller. J'ai un partenaire, d'accord, il faut pas mettre à nu. Alors, on a commencé l'action octobre, fin d'année dernière. Donc, on commence par des ateliers d'improvisation qui sont encadrés par des comédiens intervenants de structure. Et en fait, c'est des ateliers hebdomadaires d'une durée d'1h30. Les élèves que vous allez voir ont déjà joué un match d'improvisation au sein de leur collège, en premier, c'est leur première expérience. Et puis ensuite, on a sélectionné 3 garçons et 3 filles qui représentent leur collège à l'occasion de ce tournoi ici aujourd'hui. Et c'est des élèves qui viennent de tout niveau confondu. Il n'y a pas de niveau en particulier. C'est j'ai envie de faire de l'impro, je viens m'inscrire, je participe aux ateliers et aux matchs. On a de tout, on peut avoir des élèves qui sont très timides comme des élèves très extravertis. Alors ça existe depuis maintenant une petite dizaine d'années. Je crois que ça fait 7 ans en tout, ça a commencé en 2010. Et c'est une action qui a lieu dans les Hauts-de-France, donc Impro Academy est la compagnie référente dans les Hauts-de-France. Et c'est aussi un projet qui s'étend en tout à 16 compagnies sur le territoire national. Donc on a des compagnies qui sont basées à Trappes, Paris, Marseille, Rochefort, Rouen, etc. Alors les partenaires, c'est la Fondation Culture et Diversité. Donc c'est la fondation qui gère ce projet. Et le projet est parrainé par Jamel Debbouze, le comédien. C'est lui qui voulait, son rêve, c'est de faire de l'impro en milieu scolaire. Donc il voudrait que l'impro soit une matière première à l'école. Et c'est lui qui impulse cette énergie pour ce projet, pour que les jeunes des collèges puissent faire de l'impro. Ils sont très contents, très énergiques, vraiment très satisfaits. Des fois, c'est un peu dur au début parce qu'ils sont un peu timides. Et en fait, après, ils prennent plaisir, il y a une bonne cohésion de groupe et ça se lâche. Je suis très fier, puis c'est une passion pour moi et je suis content de la transmettre aux jeunes. Tu vas à mouchoir? Allez, suis-moi. C'était des moules. Bon, t'en prends un deuxième. Tu vas sur ton côté, je me suis sur toi. Vous jamais essuyé un arbre de votre vie ou quoi? Bah non, faut bien. C'était l'habitude ou quoi? Je vous rappelle de ne plus jamais porter sur moi. Il arrive dans vos boîtes à lettres, c'est un tout nouveau magazine gratuit, connu depuis plusieurs années sur Arras, Béthune, Bruay. Il viendra désormais vous apporter quelques potins sur votre territoire. Il s'appelle d'ailleurs Le Petit Potin. On accueille tout de suite sur notre plateau, Olivier Julien, le responsable de la publication, pour nous le présenter. Monsieur Julien, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie, merci avant tout de m'accueillir. Merci à vous d'être venu. Alors le Petit Potin arrive sur l'agglo Lens-Liévin, pouvez-vous nous le présenter? Alors le Petit Potin existe depuis 23 ans maintenant, il a été créé en janvier 1995, j'en suis le fondateur. Il a été créé sur la région Bruay, le Bruaisis, le Béthunois et le Saint-Paulois. 23 ans après, 45 000 exemplaires, 26 communes. Il y avait un besoin sur le Lensois et sur l'Arageois, une grosse demande des commerçants et des artisans. Donc nous sommes venus, depuis le mois de janvier, nous sommes arrivés avec une édition Arras et Lens,
Aujourd'hui, déjà en 3 mois, nous sommes arrivés aussi en distribution sur Fouquier et nous arrivons dans les mois qui viennent sur Méricourt. Je pense que chaque trimestre, une commune supplémentaire sera rajoutée. Oui. Alors pourquoi recréer un nouveau magazine mensuel gratuit? Il y en a déjà pas mal sur le territoire. Qu'est-ce qu'apporte le plus le Petit Potin? Alors, il faut juste reprendre l'historique. L'historique du Petit Potin, c'est un magazine réellement destiné aux commerçants, aux artisans, PME, TPE, associations et aux mairies. Mais surtout aussi aux comités des fêtes, aux associations pour annoncer leurs événements. Faut remettre tout dans l'historique. En 95, les gratuits qui existaient, ce sont des gratuits de petites annonces. Nous, aucune petite annonce, uniquement de l'info locale et de l'info pratique. Donc là, vous avez l'édition de Béthune Bruet et cette édition à Rassemble. Donc ils sont juste différenciés parce que là, l'entête est en orange et ici, elle est en bleu. Mais c'est toujours bleu sur orange et là, c'est orange sur bleu. D'accord ? Le magazine du Petit Potin, il est ici. Voilà. Alors, combien d'exemplaires voilà, justement, combien d'exemplaires alors, l'édition Béthune Bruet, alors on parle Béthune Bruet, c'est 24 communes, c'est 45 000 exemplaires, distribués aux boîtes aux lettres, avec 1000 abonnés, et puis ensuite, tous les annonceurs qui sont à l'intérieur sont dépositaires officiels, c'est-à-dire que chaque pub qui est à l'intérieur, vous pouvez tous les mois retrouver le Petit Potin, parce que si jamais vous ne l'avez pas forcément dans votre boîte aux lettres, vous pouvez en avoir un 2e exemplaire, un 3e exemplaire. Plus de 1000 abonnés sont distribués dans toute la France. On a un exemple, la ville de Gruissant par exemple, à côté de Narbonne, il y a une rue, on a 7 abonnés. Voilà. Ah oui. Parce que ce sont des gens qui habitaient dans la région avant et qui veulent juste savoir ce qui se passe parce qu'ils ont été mineurs à Barlin, parce qu'ils ont été mineurs à la fosse 6 dans la région et ils veulent avoir l'info de ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans notre région. Alors, il y a des rubriques dans ce magazine, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, on a plusieurs rubriques. La rubrique Info Potin, c'est-à-dire les événements, ce qui se passe dans notre région. On a une rubrique Santé, on a une rubrique Images du passé, on a Rigolo Potin qui nous raconte ses blagues. On a d'autres choses moins marrantes. On annonce aussi quelquefois certains décès, de remerciements aussi de gens qui sont partis, souvent trop jeunes. Et puis ensuite, on a du reportage commercial. Aujourd'hui, n'importe quel annonceur qui est à l'intérieur de notre magazine, quand il fait une porte ouverte, quand il crée un nouveau produit ou quand il crée un événement, on est toujours là à ses côtés, comme vous l'êtes sûrement, Télégoël, avec certaines communes, aux côtés de certains événements tels que le Salon du Polar. Et bien, nous, on va aller aux côtés des commerçants qui ont besoin aujourd'hui de communiquer sur un événement bien précis. Et ça, ce sont des reportages gratuits. Alors, combien vous avez de personnes qui travaillent autour de ce magazine? Alors, l'imprimerie Julien, qui est l'éditeur du magazine Le Petit Potin, elle existe depuis 73 ans, depuis 4 générations. Donc, nous sommes imprimeurs dans la famille Julien depuis 4 générations. Aujourd'hui, dans Le Petit Potin, nous sommes 14 personnes qui travaillons au quotidien sur le magazine. Il faut savoir que Le Petit Potin, c'est un des magazines que nous éditons. Nous éditons sur 400 communes en France des bulletins municipaux et nous sommes le numéro 1 national d'impression de calendrier de pompiers aussi. Alors, vous avez une mascotte? Oui, nous avons la mascotte qui est là, ici, Le Petit Potin, que vous avez là. Je pense même l'avoir ici dans notre nouvelle carte commerciale. Voilà. Et il faut savoir qu'aussi, cette mascotte, elle existe. En vrai, elle est vivante. Je me ferai un plaisir si un jour vous voulez ou venir la voir et la filmer. Ouais, ou mais venir... vous auriez dû la ramener. Oui, on la ramène. Dû nous la mais je sais qu'on y viendra plus souvent. Non, je vous ramènerai la Tel mascotte. le clip de, comment il s'appelle, Julien Doré, il serait venu avec la mascotte. Nous faire un petit coucou. Je suis venu aujourd'hui vous me présenter et si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Oui, la mascotte. Alors pourquoi vous l'appelez Le Petit Potin d'ailleurs? D'où est venu ce nom, Le Petit Potin? Alors, le mot potin, on sait tous ce que c'est, quoi. C'est les ragots, c'est ce qui se passe dans la région. Il faut savoir que faut remettre tout dans l'historique. À l'époque, on disait ça c'est encore un potin, ça c'est encore une histoire, ça, voilà, c'est ça. Et puis à l'occasion d'un repas de famille. Avec ma famille, on disait oui mais ça c'est encore un potin, tout ça, et j'ai eu l'idée de dire on va juste raconter les petits potins. Oui, mais du coup c'est un peu litigieux parce qu'un potin, on se dit c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est une rumeur, c'est quelque chose. Alors du coup, on pourrait interpréter le petit souvent, potin derrière les rumeurs, il y a beaucoup de vrai, souvent quoi. Mais non, tout à fait. Mais non, le mot potin est quelque chose qu'on entend. Ça vous a pas fait peur de l'appeler de ce nom-là? Non, pas du tout. Et j'assume pleinement ce mot-là parce que derrière, d'ailleurs aujourd'hui, curieusement, même les gens quand ils me rencontrent, souvent disent oui, c'est vous le petit potin. Donc non, c'est pas moi le petit potin. Le petit potin, c'est une mascotte, c'est la mascotte du magazine qui a évolué. Il faut savoir que quand on a créé la mascotte, on l'a pas créée tout de suite. Elle a été créée 4-5 ans après.
Le logo existait déjà, mais on l'a rendue vivante 4-5 ans après, et elle est disponible pour certaines manifestations. D'ailleurs, dernièrement, on a eu la demande d'une entreprise sur Lens qui est Catifolies, qui a demandé que la mascotte vienne lors de portes ouvertes ou lors de spectacles pour pouvoir promouvoir et le magazine et aussi le commerce. Catifolies qu'on connaît bien. Nathalie, on la salue d'ailleurs. Tout à fait, qui sont annonceurs chez nous et qui ont signé à l'année. Alors concrètement, comment on fait pour trouver ce magazine ? Alors, le magazine, il est distribué aux boîtes aux lettres. Donc, si on prend l'édition d'Arras-Lens, il est distribué au centre-ville d'Arras, centre-ville de Lens. Et aujourd'hui, je peux annoncer, et c'est pour ça qu'on a rajouté environ, vous le trouverez dans le centre-ville de Fouquier-les-Lens. Il sera distribué aussi dans les mois qui viennent sur Méricourt. Et aussi, alors quand vous regardez à l'intérieur, vous avez une rubrique ici où, voilà, vous cherchez le petit potin, vous avez toutes les communes et les endroits où vous pouvez le trouver. Aujourd'hui, et seulement 3 mois après de parution, on a déjà 40 dépositaires. Commerçants. Tous les commerçants qui sont à l'intérieur sont dépositaires officiels, mais vous n'êtes pas obligé d'être annonceur pour être dépositaire. Il suffit de nous le faire savoir et on peut vous mettre des petits potins par un présentoir tous les mois gratuitement. Essentiellement chez les commerçants, on le trouve ? Commerçants, artisans, entreprises, associations ou mairies. Si demain vous en voulez ici, on peut vous en déposer tous les mois, sans aucun problème. Et si on veut le recevoir à la maison ? Alors par abonnement. Par abonnement, si vous n'êtes pas dans un secteur de distribution ou si vous en voulez, il y a certaines familles qui en veulent plusieurs, vous abonnez, c'est 35 € à l'année, ça représente à peu près 3 €, ça ne paye que les frais d'envoi, l'enveloppe, le timbre. Oui, puisque le magazine est gratuit. Le magazine est gratuit, donc vous ne payez pas, le magazine reste gratuit, c'est juste des frais d'envoi, parce qu'il faut bien le mettre dans l'enveloppe et puis la poste, puis les frais d'envoi. Alors, vous avez une particularité, vous m'en avez parlé tout à l'heure, vous ne vouliez pas le dire, mais moi j'aimerais bien que vous le dites, vous avez des restrictions. Oui, alors vous ne vous autorisez pas à parler de certaines choses. Oui, l'article 4 de l'éthique de notre magazine qui a été à la création en 1995, je me suis toujours dit, je ne parlerai pas de politique, je ne parlerai pas de sexe, je ne parlerai pas de racisme, et nous ne dirons ni du bien ni du mal de quelque élu que ce soit. Nous respectons d'abord cette fonction qui est loin d'être facile, et nous sommes le magazine du commerçant, de l'artisan, je le répète bien parce que ça c'est important. En 95, quand nous l'avons créé, il n'y avait pas de magazine pour les commerçants et les artisans, et ils s'en plaignaient. Et aujourd'hui, parce que j'étais président de l'union commerciale, parce que j'étais moi-même commerçant, parce qu'on était tous dans la même galère aujourd'hui, il y avait quelque chose à représenter. Je n'ai pas de grande surface à l'intérieur de mon magazine depuis 23 ans, je me le suis interdit. Je respecte beaucoup aussi ces gens, ils sont aussi clients de l'imprimerie, mais le magazine, c'est le magazine du petit commerce, de l'artisanat et du monde associatif, qui est hyper important et qui est toujours pour moi trop mal représenté dans les médias, quelle qu'elle soit, payante comme gratuite d'ailleurs. Alors, si on veut vous contacter, il y a un site internet, Oui, on a un site internet qui est imprimeriejulien.fr. On a un mail, le.petitpotin@wanadoo.fr, et puis notre téléphone 03 21 62 30 40. Nous avons 3 commerciaux, Aline, Margot et Ophélie, qui sont présentes sur tout le secteur tout le temps. Et si on veut me rencontrer, je suis très disponible, sans aucun problème. Alors, vous l'aurez compris, en premier lieu, c'est gratuit, ça rassemble plein d'informations locales et pratiques, des infos, et vous pouvez le retrouver dans certains lieux de votre territoire, chez les commerçants, les associations, les centres culturels peut-être et les mairies. Merci, Monsieur Julien. Merci Valérie. À bientôt sur Merci beaucoup Télégoël. Nathalie. À très bientôt, avec la mascotte. Oui, avec la mascotte, on vous avait retenu. On retrouve tout de suite notre ami Fred Peter, qui nous parlera entre autres aujourd'hui d'escrime et de handball. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Bonjour Fred. Alors, ambiance, t'as vu Polar aujourd'hui, hein. Fais attention, j'ai une arme. Écoute, j'espère que tu vas pas me faire mal. Oh bah. En plus, maintenant, il y a des témoins. Hein. Donc aujourd'hui, Oui, il y a plusieurs spectateurs, on va dire, dans le studio de D'ailleurs, Télégoël. on salue l'IUT de Lens qui nous a prêté ces étudiants qui sont en public voir comment on travaille. Ces meilleurs enquêteurs. Voilà, ces meilleurs enquêteurs, c'est vrai. Alors, pas de match ce week-end pour le Racing Club de Lens. Les joueurs d'Eric Sicora marquent une courte pause dans ce championnat de Ligue 2 et on pense qu'ils en ont bien besoin. Samedi dernier, les 100 meilleurs se sont inclinés 3-1 sur le terrain du leader, le Stade de Reims. Le RCL est sur une série de 5 matchs sans victoire. La dernière victoire remonte à un peu plus d'un mois. C'était contre Quevilly-Rouen.
La fin de saison risque d'être compliquée car Lens est 15e à 3 points du barragiste Nancy et l'équipe artésienne va devoir vite se remobiliser parce que le calendrier sera chargé. Prochain match le 3 avril à domicile contre Châteauroux. La réserve montre également une petite mine en ce moment. On a connu les jeunes joueurs de Franck Hayes au fond du seau, à la dernière place du championnat. Ils ont enchaîné ensuite 3 victoires consécutives. Et là, ils viennent de faire une série de 3 défaites d'affilée. 1-0 contre Saint-Maur-Lusitano, 2-1 contre Arras et 3-2 contre Croix. En plus, l'équipe B a perdu son jeune gardien Brian Bernard qui s'est blessé gravement lors d'un match. On lui souhaite d'ailleurs bon rétablissement. Lens est 13e de sa poule de National 2 et l'équipe réserve va recevoir une autre équipe réserve, à savoir celle du Stade de Reims. Ce sera samedi à partir de 16h au Stade François-Blain d'Avion. On goûte enfin à la victoire dans ce JT Sport avec le Volley Club de Arnes. Les filles d'Émilie Hipp ont récupéré la première place des Playdown en dominant l'ancien leader Poitiers-Saint-Benoît sur le score de 3-7 à 1. Les Arnésiennes avaient perdu la première manche, mais ont réussi à renverser le match par la suite. Le VCH tentera de conserver cette première place ce samedi face à Sens, le 3e du championnat. Le coup d'envoi sera donné à 18h30 à la salle Maréchal. Par contre, ça ne passe pas pour le Arnes Volleyball. Face à un concurrent direct au maintien, le Paris Université Club, Arnes n'a rien pu faire, perdant 3-1 à la salle Bigotte. Le HVB tombe au 7e rang de ses playdowns et devra se ressaisir face à Strasbourg ce week-end. Bon dernier. Le club est bon dernier d'ailleurs, de Strasbourg. On va rester à Arnes avec de l'escrime. Oui, ce week-end, les épées, les fleurets et les sabres étaient de sortie. Arnes a accueilli samedi une compétition régionale mixte à l'épée et le lendemain, les plus jeunes étaient conviés pour 3 tournois par équipe réservés au M13. Tout cela s'est déroulé au complexe Mimoun et il faut dire que certains combats se sont révélés assez dynamiques. En escrime, la catégorie M13 est réservée aux enfants nés en 2005 ou 2006 et on espère retrouver ces jeunes champions beaucoup plus haut dans les prochaines années. On retourne en salle, mais toujours à Arnes, avec une rencontre internationale de handball. Oui, dans le cadre d'un stage organisé chaque année, l'équipe de France de handball féminin des moins de 18 ans affrontait l'Allemagne à Arnes. Les spectateurs ont pu rencontrer des filles qui joueront peut-être au plus haut niveau dans les prochaines années. Marie Bourrasso, chef de délégation de l'équipe de France U18, a expliqué les projets de l'équipe, mais aussi les qualités de son groupe au micro de Télégoël. Tous les ans, nous avons un franco-allemand. L'année dernière en Allemagne, à Berlin, cette année en France. Et là, nous avons un tournoi préparatoire en Hongrie pour le mondial. Nous allons faire des stages également. Donc, d'ici le mois d'août, nous allons avoir plusieurs rassemblements, 3 je crois. Et ça sert aussi bien sûr pour préparer le championnat du monde qui a lieu au mois d'août en Pologne. Ce sont des matchs de préparation, oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que cette équipe d'Allemagne, enfin, diminuée un petit peu quand même, hein, mais elle a été championne d'Europe au dernier championnat d'Europe en Slovaquie et nous avons terminé 4e. C'est un groupe très soudé, très soudé. En plus de ça, elles ont des qualités individuelles assez remarquables. Et elles s'entendent bien, elles s'entendent très bien. Ça, c'est important. Là, c'est un groupe qui, pour l'instant, constitue le noyau dur de l'équipe de France. Il y a encore des possibilités. Pour partir à un mondial, l'entraîneur doit décider d'un groupe de 28 joueuses. Et 18 seulement, ou 17, je pense, partiront au mondial. Je pense que parmi ces jeunes-là, en 2024 à Paris, on aura certainement des joueuses qui seront dans l'équipe de France. La génération juste avant, qui a fait aussi des franco-allemands comme ça, elles sont championnes d'Europe. Il y en a même 2 qui ont participé au championnat du monde avec France EA. Donc je pense qu'ici, il y a de quoi fournir l'équipe de France, la future équipe de France pour 2024. Enfin, on termine avec une victoire pour les Carabiniers de Billy-Montigny, également en handball. Oui, elle fait beaucoup de bien cette victoire, Valérie. Les Rouges et Blancs se sont imposés sur le parquet de la réserve de Dunkerque 25-24. Les dernières défaites avaient fait beaucoup de mal au groupe de Yann Kozelnik, mais ce dernier retrouve de l'appétit. Le CBM remonte au 5e rang de la Nationale 2 à 2 points du podium gardé par Ivry. Merci Fred. Bon, ça va, tu as bien fait ton travail, tu ne feras pas partie de l'enquête sur ton meurtre. Je suis blanchi. Voilà, t'es blanchi. Merci Fred, encore une fois. On attend chaque semaine qu'elle nous dévoile le programme des salles de spectacle de notre territoire. Nathalie, c'est à toi pour l'agenda culturel.
On démarre par du lourd dans cet agenda culturel, Nathalie. Oui, l'Arc-en-Ciel de Liévin vous propose sa 3e édition du festival de métal, le Liévin Metal Fest, vendredi 23 et samedi 24 mars. Au programme le vendredi 23 à 20h, Audisme suivi de Suppuration et le 24 à 20h également, Mind Slow, Alea Jacta East et Smash Hit Combo. Et croyez-moi, ça va pogoter et ça va bouger. Ça ne va pas être calme non plus au Colisée de Lens. Un concert survolté de bonnes vibrations, de l'amour, des tubes. Ainsi pourrait-on résumer votre soirée du vendredi 23 mars à 20h au Colisée de Lens qui accueille Sinclair. Vous le connaissez tous pour son rôle de jury à la Nouvelle Star. Il est avant tout un grand artiste de musique plutôt funky dont on chantonne souvent un de ses titres phares. Et c'est si bon comme ça. Très bien chanté, Nathalie. La Saint-Patrick n'est pas terminée et c'est tant mieux pour les Arnésiens. L'espace culturel Le Prévert de Arnes reçoit So Irish le vendredi 23 mars à 20h30 pour une soirée concert irlandais dans le cadre des semaines irlandaises en Artois-Goël. On se donne également rendez-vous le 23 à Grenay. Le Festifolk se poursuit à l'espace culturel Ronnie Cooter de Grenay vendredi 23 mars, également à 20h30, le Wadj Ensemble Colora par de jolis sons. Cette soirée intitulée Musique d'Alep, dédiée aux musiques classiques orientales. On passe au théâtre maintenant à Salomine. Mercredi 28 mars à 16h, la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine accueille la compagnie de l'Aventure pour le spectacle Bleu. Une pièce musicale tout en fil de laine, inspirée par l'œuvre de Miro et le travail des fileuses et des tisserands. Le festival Les Utopistes d'Avion continue. L'espace culturel Jean Ferrat Avion accueille un rendez-vous incontournable, le festival Les Utopistes debout. Le samedi 24 après-midi avec des stands, des animations, des débats sur le thème L'utopie en mouvement. Et à 19h, la soirée poème-concert Sol et Low par Thomas Suel et Benjamin Collier. Alors, vous l'avez vu tout au long de ce JT, nous vous avons présenté le Salon du Polar. Ne l'oubliez pas, il a lieu les 24 et 25 mars prochains, mais pas seulement, Nathalie. Oui Valérie, pas seulement. Pour le bonheur et le plaisir de lire, venez découvrir la plus grande vente de livres d'occasion de la région, samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h en la halle Coubertin. Cette 6e édition de la foire aux livres dans le cadre du livre policier organisé par le Lions Club de Lens. Ainsi, réservez votre journée pour chiner et dénicher parmi plus de 20 000 ouvrages, des livres à prix réduit, plusieurs tonnes d'ouvrages dont la vente et notamment les bénéfices sont destinés à la jeunesse en difficulté. Merci Nathalie pour ce programme bien chargé, merci Fred pour le sport, merci à toute l'équipe de Télégoël qui travaille chaque jour pour vous informer sur le bassin minier, merci à notre invité Monsieur Julien, retrouvez-nous chaque jour sur Facebook, YouTube et Twitter pour voir ou revoir vos infos locales. N'oubliez pas, dernière info du jour, ce week-end nous changeons d'heure, vous n'oubliez pas qu'il faut avancer l'heure ou reculer, je ne sais plus, mais avril je crois qu'on avance d'1 heure. Dimanche matin à 2h, il faudra donc avancer vos horloges à 3h. Téléphone ou ordinateur, ça le fait tout seul, vous n'avez pas besoin de le faire. On va dormir 1 heure de moins, mais on aura 1 heure de jour en plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon courage à tous ceux qui aiment dormir le matin et à très bientôt sur Télégoël.